Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1, sur le plateau du studio numéro 1 en audio et en vidéo. Vous écoutez l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle et inclusive, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Je suis Guillaume Laurin et je suis ravi d'aujourd'hui procéder à cet enregistrement en audio et en vidéo sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions qui offrent la possibilité de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard en parlant du monde de l'immigration et en amplifiant les voix des jeunes francophones issus de l'immigration. On essaye de créer avec cette émission un espace de dialogue interculturel pour sensibiliser notamment aux questions d'inclusion et aux obstacles systémiques qui existent encore. Promouvoir aussi évidemment les organismes qui travaillent fort pour l'intégration et des nouveaux arrivants et renforcer les solutions qui existent, renforcer aussi la compréhension quant à l'inclusion au sein de la communauté francophone. Et aujourd'hui, on a un beau panel dans ce studio avec nos amis de la Cité à Toronto, partenaires de Choc FM 105.1 et qui vont représenter dignement, je pense, plusieurs strates de la cité, puisqu'on a à la fois quelqu'un qui représente finalement, on va dire, l'administration générale de la cité, collégiale à Toronto, et puis une enseignante et un élève étudiant qui est aussi stagiaire actuellement dans nos murs. Mais honneur aux dames, je vais commencer peut-être par ce tour de table en donnant la parole à Olivia Lismont, qui est enseignante en petite enfance et qui va peut-être nous en dire un petit peu plus sur son parcours dans quelques instants. Bonjour Olivia, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup pour ton invitation. Ravi de te recevoir dans cette émission Résonance de l'immigration sur ce plateau. À tes côtés, je vais donner la parole à Rifat Mouela, étudiant en relations publiques et également stagiaire chez nous. Ça va, Rifat? Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien. Toujours un plaisir de te retrouver dans cette émission et également avec nous, quelqu'un que je connais bien, que j'ai eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises et que je reçois toujours avec grand plaisir pour nous parler des programmes, nous présenter les actualités de la Cité. Il est agent de liaison communautaire à la Cité à Toronto, c'est Sébastien Laperrière. Bonjour Sébastien. Allô Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation également. C'est un plaisir. Alors, vous le savez, cette émission est une émission ouverte. On va discuter ensemble des questions d'intégration des nouveaux arrivants et de la manière dont, sur le campus de la Cité, les choses se passent et comment, quel type de questions peuvent se poser, que ce soit du côté de l'administration, du côté des enseignants, du côté des étudiants également. L'émission a traditionnellement une trame de questions. Alors, je vais commencer, pour ne pas déroger à la règle, par vous appeler peut-être individuellement à vous présenter, puisque vous avez également un parcours d'immigrant. Alors, peut-être pourrez-vous nous partager quelques anecdotes sur votre pays d'origine et sur les impressions qui ont été les vôtres lorsque vous avez posé vos bagages ici, finalement, à Toronto, dans la ville reine. On va commencer par Olivia. Olivia, je crois que tu viens de Belgique à l'origine, mais tu es ici au Canada depuis déjà pas mal d'années. Oui, donc je suis au Canada depuis à peu près 13 ans, même si ça fait 15 ans que je suis partie, mais j'ai fait une première immigration aux États-Unis. D'accord. Où j'ai pu apprendre l'anglais, ce qui a quand même aidé après à mon arrivée au Canada. J'ai passé 2 ans à Montréal et puis finalement l'Ontario, où j'ai enfin obtenu un permis de travail et où j'ai pu commencer à travailler. Quels ont été les premiers défis que tu as rencontrés? Est-ce que tu as un souvenir de ce qui t'a le plus marqué? Quels ont été les défis principaux
qui ont été les tiens lorsque tu es arrivé? Je peux vraiment parler de mon arrivée à Toronto, qui a été le plus dur de mes arrivées. Non seulement parce que c'était la 3e fois que je revivais ce principe d'immigration. Ouais. Et donc, en arrivant à Toronto, j'ai souffert beaucoup de solitude et de me sentir isolée avec mes enfants et à ne pas savoir où me tourner pour trouver du travail, pour trouver une communauté. Ouais. Donc ça a été vraiment arrivé en plein hiver en plus, vraiment le premier gros défi que j'ai rencontré. Puis ça m'a pris un peu de temps de découvrir qu'il y avait à Toronto, ce que je ne savais pas en arrivant, une communauté francophone. Puis une fois que j'ai rencontré cette communauté francophone, les choses se sont ouvertes pour moi et ça a été beaucoup plus facile et une belle expérience au final, puisque ça fait 13 ans et je suis toujours très contente d'être là. Ouais, l'isolement, l'absence de réseau, ce sont des thématiques que l'on retrouve régulièrement au cours de cette émission. Lorsque l'on arrive, effectivement, c'est très important d'arriver à se fabriquer un réseau. Et je pense que si on a la chance de faire des études dans un établissement comme la Cité, c'est encore une des meilleures manières de faire un réseau. Est-ce que pour toi, Rifat, l'expérience est similaire, comparable? Oui, moi je dirais que moi je suis venu au Canada depuis. D'abord, premièrement, je suis étudiant à la Cité collégiale Oui. en relations publiques. Et premièrement, je suis venu ici au Canada grâce à mon père, paix à son âme parce qu'il est mort déjà. Et, Condoléances. oui, merci. Et aussi, c'est lui qui m'avait amené ici. Et premièrement, c'est que j'ai pu surmonter comme défi. C'était genre, comme nous sommes venus, on devait chercher comme un appartement où vivre. Oui. Mais ce n'était pas du tout facile. Il fallait qu'on parte dans un foyer, là où on loge les immigrants pour avoir comme un appartement. Et je ne savais pas aussi, quand je suis venu ici au Canada, à Toronto principalement, il y avait comme une communauté francophone, je ne savais pas, mais mon père avait déjà eu des expériences avec plusieurs réseautages avec le centre francophone et plusieurs communautés francophones. Et cela m'a donné un peu l'opportunité de m'intégrer avec la communauté française, francophone. Ouais, ouais. Et donc, j'ai pu avoir des expériences. Peux-tu rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs quel est ton pays d'origine? Je viens de la République démocratique du Congo. C'est ça. Oui, et Ouais. ça fait déjà presque 14 ans que je suis ici. Et tu vivais à Kinshasa? À Kinshasa, oui. Ouais, ouais. Sébastien, quant à toi, tu es arrivé il y a quelques années et tu es intégré maintenant, fait partie intégrante des figures de la francophonie locale. J'allais dire qu'on croise très régulièrement sur de nombreux événements. J'imagine qu'au cours de la semaine de la francophonie qui s'annonce, on va te voir peut-être même voir partout. Un petit peu partout. Est-ce que tu veux nous rappeler en 2 mois ton parcours? Oui, on va être présent. Rappelle-nous ton parcours en quelques mots. Donc, moi c'est ça, j'ai un parcours un peu différent. Donc, je suis originaire du Québec. J'ai quitté le Québec il y a de cela bientôt, en fait, un peu plus de 13 ans. Ma première expérience, c'était vraiment c'était d'aller vivre dans une province anglophone, étant donné que je viens de ce que j'aime appeler la bulle québécoise, donc la bulle francophone. Ouais. Et je voulais vivre, c'était quoi en fait? De vivre ailleurs. C'était pas forcément le fait français ou le fait anglais qui m'attirait, c'était juste de sortir de la bulle québécoise. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Saskatchewan et de travailler dans la communauté francophone, de rencontrer des gens incroyables, de découvrir des accents très différents de tous les genres. Et il y a bientôt 6 ans et demi, j'ai eu l'occasion justement de déménager à Toronto, de m'y installer. Et c'est là que je suis depuis. Rifat soulignait tout à l'heure le point majeur du logement à Toronto. C'est aussi une problématique qui revient très souvent dans cette émission, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes étudiantes et étudiants. On le sait, la vie de Rennes est extrêmement onéreuse de ce côté-là et les opportunités sont rares aussi. Est-ce que la Cité est équipée pour appuyer, aider un petit peu, guider, conseiller les jeunes étudiantes et étudiants qui viennent physiquement s'installer dans la ville Rennes? Oui, peut-être pour peindre un portrait en fait du campus de Toronto, du Collège de la Cité, au niveau de la clientèle. On travaille beaucoup avec des gens
qui ont un parcours d'immigration. Ça se peut que ça fasse 6 mois qu'ils soient arrivés, comme 10 ans qu'ils soient arrivés. On travaille beaucoup avec... En fait, on travaille beaucoup... Oui, je dis on travaille beaucoup avec des gens qui sont souvent plus âgés, adultes. Oui. Donc, les défis de logement sont un peu moins présents, quoiqu'ils demeurent présents. Là où ça a une différence, c'est que souvent, ces personnes vont avoir un crédit au Canada, vont pouvoir trouver un logement. On a eu des cas, on a eu des étudiants qu'on a aidés littéralement à essayer de trouver donner des références pour trouver des loyers ou comment aborder les éléments. Mais on travaille beaucoup avec le Centre francophone du Grand Toronto, le service d'établissement pour les nouveaux arrivants principalement. Donc, on essaye en réalité de se joindre, d'utiliser les services qui existent déjà dans l'environnement, dans le centre-sud-ouest de l'Ontario. C'est la place qu'on couvre ultimement. Donc, tout dépendant des organismes d'établissement pour nouveaux arrivants, on va faire beaucoup de référencement à ces endroits-là lorsque nécessaire. Mais même nous, on va beaucoup dans nos réseaux personnels, dans nos réseaux professionnels pour trouver comme des pistes de solutions, puis être capable d'accompagner, si on peut dire, les gens à s'installer. On a eu un étudiant qui est parti de Montréal, qui voulait venir à Toronto. La réalité a frappé. OK, c'est pas facile d'arriver à Toronto, de trouver une place. Il y a la réalité des transports aussi qui vient jouer lorsqu'on veut aller... on se dit, je vais essayer de trouver un endroit qui est près d'une certaine, disons, le campus, même si c'est pas forcément le point de base de tous. Ça a des enjeux sur le coût, sur la facilité, sur la disponibilité. Donc, c'est vraiment... en réalité, je dirais que le travail qu'on exerce avec ces gens-là, c'est beaucoup plus de poser les questions dures, comme c'est quoi ton budget? Qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui est possible? À quoi tu t'attends? Puis après ça, on travaille le projet, si je peux dire, de OK, peut-être que tu es mieux de regarder dans tel endroit, voici ce que ça peut avoir comme effet, comme accompagnement. Mais ceci étant dit, pour le moment, c'est pas un dossier pour lequel on a un lot d'étudiants qu'on accompagne comme ça, mais ça reste une réalité. Une approche très personnalisée que je note sur cette question en particulier, mais c'est aussi celle généralement, je crois, de la cité et les études sont extrêmement flexibles pour s'adapter justement aux réalités individuelles des étudiantes et étudiants, bien souvent qui peuvent avoir aussi d'autres occupations, une famille, un emploi ou d'autres intérêts. On parle souvent dans cette émission Résonance de l'immigration, en particulier lorsqu'il s'agit de jeunes étudiantes et étudiants, du rôle des mentors et des éducateurs dans le parcours d'intégration. Est-ce que, à titre individuel d'abord, vous avez les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, bénéficié d'une relation de mentorat formel ou informel? Et si vous voulez nous en dire quelques mots, et puis ensuite... Plus généralement, est-ce que cette approche-là fait partie aussi, j'allais dire, de l'ADN de la cité à Toronto? Oui, Olivia. J'ai envie de dire que pour moi, ça a été Sébastien. Parce que, moi, j'étais une professionnelle en petite enfance en Belgique, mais c'est sûr qu'arrivée au Canada, la reconnaissance des diplômes n'a pas suivi. Donc, j'ai eu des emplois, mais au bout d'un moment, il y avait des exigences au niveau de l'ordre des éducatrices qui arrivaient. Et donc, j'ai parlé avec Sébastien qui travaillait dans le même étage que moi. Moi, j'étais au centre francophone à l'époque. Et puis, c'est grâce à Sébastien que j'ai pu prendre connaissance du programme de reconnaissance des acquis. En tant qu'étudiante adulte, j'ai beaucoup apprécié ce programme de reconnaissance des acquis et aussi la flexibilité que la Cité offrait à nous étudiants adultes qui avons famille, enfants, de permettre de suivre le cours et de se remettre au niveau canadien, un diplôme canadien, en ayant nos fins de semaine prises par les cours, ce qui nous permettait de continuer à travailler et donc de pouvoir vivre et gagner de l'argent à Toronto parce que, comme on l'a dit, le logement, c'est compliqué. Donc, merci Sébastien. Mais non, mais mon Dieu, merci beaucoup Olivia. Programme de validation des acquis, ce programme-là, est-ce que, Sébastien, tu veux revenir dessus une minute? Parce que c'est aussi une problématique qui revient très souvent lorsqu'on parle d'immigration et dans cette émission. Malheureusement, on le sait,
les diplômes et l'expérience parfois acquise à l'extérieur du pays ne sont pas reconnus et parfois on a l'impression, si vous me permettez l'expression, de se taper la tête contre les murs avec des gens qui sont un petit peu obligés de repartir à zéro et qui déchantent par rapport aux rêves de succès qu'ils avaient espéré en arrivant ici au Canada et à Toronto. Quel est ce programme en 2 mots et comment est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Le programme qui a été mentionné, en fait, est très spécifique, qui s'adresse vraiment, c'est un programme en éducation au service à l'enfance. D'accord. Donc, pour les personnes qui travaillent dans la petite enfance. Pour le moment, il y a une petite exigence qui demeure essentielle. C'est que malgré que les personnes ont de l'expérience hors pays, ils doivent avoir un minimum d'expérience quand même au Canada pour qu'on puisse donner accès à cette évaluation-là. Néanmoins, l'évaluation permet justement d'aller identifier les compétences qu'une personne a acquises par le milieu de l'emploi et ensuite de reconnaître un certain nombre d'heures du programme. Donc, grosso modo, un étudiant, une étudiante peut obtenir son diplôme en petite enfance en l'espace de 2 étapes, qui sont l'étape d'automne et d'hiver, sont prédéterminées, au lieu de l'obtenir après 2 ans d'études. Je vois, c'est quand même très, très valorisant. Oui. Et est-ce que ces expériences dont tu parles, canadiennes, peuvent être, y compris des expériences de volontariat, de stage ou des choses Non, de c'est ce type-là? principalement des expériences dans un centre à la petite enfance, étant donné la petite enfance, la grande particularité, c'est que c'est une profession qui est gérée par un ordre. Donc, il y a beaucoup de règles à suivre, il y a beaucoup de, comment je peux dire, mon Dieu, je cherche mes mots, de structure, de compétences nécessaires, un cadre exactement. Il y a un cadre et puis il y a un code de déontologie. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'expérience dans un centre est absolument nécessaire. Il y a des cas où on va discuter, parce que bon, une personne qui ne travaille pas forcément dans un centre à la petite enfance, mais qui a un lien connexe et qui a une expérience hors pays, alors là, la combinaison des deux peut nous permettre de dire, OK, oui, je pense que cette personne-là a une bonne connaissance du cadre de travail ici, parce que quand même, la majorité de l'évaluation va porter sur ces éléments-là, sur les pratiques ici, les normes, et tout ce qui concerne le ratio et ainsi de suite. Donc, c'est très particulier comme domaine en réalité, au niveau de la reconnaissance d'acquis. Si je peux me permettre, le collège en soi est en train de travailler sur un gros mandat par rapport à la reconnaissance des acquis, si je peux dire, beaucoup plus large que certains programmes. Donc, il y a un processus parce que c'est une réalité qu'on entend, c'est une réalité auquel moi, dans mes discussions, c'est un retour constant. Donc, c'est vraiment malheureusement ou heureusement, d'expliquer ce qu'il y en a avec les gens. Il existe quand même des organismes comme, désolé, je connais juste les acronymes WES et ICAS, qui peuvent faire la vérification des titres de compétences étrangers et donner, je vais le vulgariser, de dire à une personne, si vous aviez étudié au Canada, ce serait votre diplôme. D'accord. Ça ne donne pas le diplôme, mais ça donne une idée sur une échelle, si on peut dire, à quel endroit se situe un titre. Et de là, ça peut être surtout utile dans les contextes d'employabilité ou quoi. Mais oui, comme Olivia faisait, il y a des signes de dollars, il y a des délais qui viennent avec. Mais ça reste quelque chose. Ça dépend toujours des parcours individuels. Donc, comme tu mentionnais, oui, on mise beaucoup le dialogue avec nos futurs étudiants pour savoir d'où vous venez, où vous voulez aller, qu'est-ce qui est possible. Donc, Je pense que la reconnaissance des acquis pour ce domaine-là a été faite parce qu'on a une grosse pénurie aussi en termes d'éducateurs et éducatrices en petite enfance en Ontario. Et ce qu'on avait constaté, c'est que la grande majorité des étudiants qu'on avait dans notre programme régulier étaient tous des personnes qui avaient 5, 10, 15 ans d'expérience. Donc, dans un contexte de salle de classe, il y avait des parcours, des échanges super intéressants, mais l'enseignement devenait un peu, je ne veux pas dire accessoire, mais les gens connaissaient déjà la matière. Alors, aussi, il y avait cette intention de, peut-être qu'il y a des gens qui veulent avancer plus vite. Parce que le fait d'obtenir un diplôme à la petite enfance permet d'être membre de l'ordre des éducateurs et des éducatrices de l'Ontario, ce qui permet en fait d'avoir le titre d'éducateur ou d'éducatrice. Et là, ça vient avec un lot de responsabilités, mais ça vient aussi avec des avantages, stabilité d'emploi, rémunération un peu plus élevée, et ainsi de suite. Et il y a eu des changements au niveau de l'ordre aussi qui amenaient certaines insécurités de la part des personnes qui n'avaient pas de titre,
Bref, c'est un beau gros scénario qu'on a pris le temps de se positionner puis de dire non, ça prend une action, il faut qu'on développe quelque chose pour ces gens-là. Et depuis, mon Dieu, c'est vraiment un succès ce programme-là. Un des programmes qui sont offerts donc à la Cité. Oui. On rappelle l'adresse de la Cité au 9 Lower Jarvis. Pour en savoir un petit peu plus aussi, l'adresse web, si j'ai bien noté, c'est lacitécollégiale.ca. Non, on va le virer. Okay. www.collegelacité.ca. Collegelacité.ca, c'est bien ça, j'avais noté l'adresse. La Cité offre un certain nombre de programmes, on peut revenir peut-être en quelques mots dessus avec vous. Éducation, service à l'enfance, on en a parlé, ô combien important et effectivement beaucoup de pénurie en la matière dans la francophonie, donc un programme, j'imagine, très couru. Oui. Pratique en administration des affaires également. Préposé aux services en soutien personnel, relations publiques, et on en parlera peut-être un petit peu avec Rifat, et aussi autisme et sciences du comportement, technique en administration des affaires, qui est, je crois, un programme en septembre. Nouveau. Oui, exactement. Ça. Et technique en administration des affaires, c'est ça, c'est au niveau coopératif. Est-ce qu'on peut développer un tout petit peu sur ce nouveau programme? Oui, rapidement. Donc, le programme va s'offrir en 2 variantes. Donc, c'est un programme de 2 années. Et en réalité, la différence, c'est le stage ou le placement coopératif qui peut être, utilisé par un étudiant qui souhaiterait, qui a les possibilités, qui a le temps de faire un stage d'une durée de 2 mois qui se fait durant l'été. Et c'est des stages rémunérés qui sont accompagnés par une équipe également différente des enseignants, donc pour s'assurer que, bien entendu, l'étudiant qui est en emploi, qui est toujours en apprentissage, fasse ce qu'il doit faire comme il doit faire. S'il y a des questionnements, il y a accès à des personnes sans devenir, si je peux dire, un boulet pour les employeurs. Mais le programme est tout à fait passionnant. Oui. On a la chance d'avoir un étudiant ici en relations publiques, Rifat, qui est également stagiaire avec nous. Peut-être avant de revenir vers les questions davantage tournées vers l'immigration, est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu du programme qui a été le tien, que tu as suivi, et de ce que ça t'a apporté en termes à la fois évidemment professionnel, mais aussi plus généralement dans ton parcours d'immigrant. Je sais que le fait de participer à des cours comme ça au sein d'une institution comme la Cité, c'est probablement une des meilleures manières de se créer un réseau très rapidement. Quelle est ton opinion? Oui, mon expérience en relations publiques, je trouvais que ces programmes m'offrent plus d'opportunités d'apprendre des choses que moi je ne connaissais pas et avoir plus des réseautages avec les gens. Et aussi, le programme de relations publiques, ça m'a amené de sortir de ma zone de confort, parce que d'habitude, je suis quelqu'un aussi qui est beaucoup plus timide. Et le professeur m'a aidé de plus en plus d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et ils étaient toujours là pour me soutenir lorsque j'avais un peu de difficultés concernant de certains cours. Et je voudrais remercier déjà en passant à la Madame Marjorie, Madame j'ai oublié le nom, mais ça va venir. Sabine, oui. Et aussi Madame... ça va venir. Et Monsieur Sébastien, pas celui-ci, mais l'autre. Oui, non. Et ils m'ont beaucoup soutenu pendant ces moments de mon parcours dans mon programme de relations publiques. Un programme qui forme des experts de demain, un petit peu polyvalents, mais sur des questions notamment de communication. Oui, de communication, oui. Et comme avant aussi, je ne savais pas quoi faire, mais lorsque j'ai eu les cours d'expression de micro, Madame Marjorie m'a enseigné des points techniques, comment être un journaliste, comment s'améliorer dans quelque chose que tu ne connais pas. Oui. Et
Donc, je crois que tu parles, pour préciser les choses aux auditrices et aux auditeurs, de Marjorie April de Radio-Canada, une professionnelle bien connue dans la francophonie ici. Tu évoquais aussi Sabine, je pense qu'il s'agit de Sabine Soumaré. Là aussi, quelqu'un d'influent et qui est très connecté dans la communauté. On a eu la chance de la voir sur ses ondes il y a quelques jours seulement. Donc, on le voit effectivement dans le cadre de ses études à la Cité, des professeurs enseignants qui sont issus de la société civile et de la communauté francophone et qui sont actifs et qui peuvent aider directement, je pense, les étudiantes et les étudiants à trouver leur place au sein de la communauté et plus tard au sein du monde professionnel avec plus de facilité. Voilà, je pensais que c'était important de le souligner. En ce qui concerne les barrières et obstacles à l'immigration dont on a déjà un petit peu parlé, à votre sens, à toutes et à tous, quels sont les principaux obstacles que vous pourriez identifier dans le parcours d'un jeune immigrant, d'une jeune immigrante à Toronto? On a évoqué les reconnaissances de diplômes, on a évoqué la question du logement, la question de l'isolation, qui peut aussi être très pesante sur la psychologie. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques, d'autres défis qui vous viennent à l'esprit que vous voudriez évoquer dans cette émission? Si moi je peux partager ce que je vois chez les étudiantes et étudiants, même s'il n'y en a pas beaucoup en petite enfance, comme on l'a dit, on est beaucoup avec des étudiants adultes et puis ça vient aussi parfois avec un défi technologique, surtout qu'à l'heure actuelle, beaucoup de nos cours sont donnés virtuellement et que tout est soumis via une plateforme et c'est sûr que certaines de nos étudiantes ont des grosses difficultés technologiques parce que je pense que dans leur pays d'origine, c'était pas encore... Elles travaillaient peut-être déjà dans des écoles ou dans des centres à la petite enfance, mais n'étaient pas exposées à la technologie. Donc ça, c'est un défi pour nous, les enseignants, pour qu'ils puissent avancer dans leurs apprentissages en jonglant avec cette technologie. On n'a pas encore évoqué de chiffres, mais est-ce que vous savez quelle est la part justement d'étudiantes et d'étudiants internationaux non canadiens qui constituent les rangs de la Cité chaque année? Je crois que c'est assez si tu parles du symptomatique. campus de Toronto? Oui. Peut-être une petite précision. On n'a pas d'étudiants avec un statut international, ou on en a très peu. OK. Donc, quand on parle d'un étudiant qui a un statut international, c'est un étudiant qui vient avec un permis d'études. OK. La très grande majorité, je vais y aller avec un approximatif, mais ça doit être dans les 90 à 95% de nos étudiants qui sont soit réfugiés selon la Convention, soit, résidents permanents ou qui ont obtenu leur citoyenneté éventuellement. Mais c'est un bon 90-95% de nos étudiants qui représentent un parcours d'immigration, comme j'aime l'appeler, qui ont vécu ça. Une grande majorité d'immigrants plus ou moins récents qui constituent les rangs de vos étudiantes et étudiants. Est-ce que vous sont remontées des informations de barrières systémiques que ces étudiantes et étudiants pourraient rencontrer lorsque les études terminées, ils sont confrontés au marché du travail dans leur parcours de recherche d'emploi, dans les entretiens d'embauche ou au-delà du monde professionnel, justement, lorsqu'il s'agit d'aller trouver un appartement, un logement, etc. Est-ce que ces questions-là viennent encore sur la table, des questions de discrimination auxquelles ils doivent faire face? Et est-ce que là aussi, un accompagnement existe pour les aider? Je dirais, je vais le positionner plus avant de commencer les études et pendant les études. Donc, après, tous les éléments que tu as mentionnés, on peut les retrouver à différents moments, en fait, dans le parcours. Au niveau des mécanismes, c'est de l'accompagnement individuel qui est privilégié, comme toujours. Donc, on établit une bonne relation, je pense, avec nos étudiants, tout dépendant, là, que ce soit les professeurs qui font un effort magnifique, l'équipe administrative aussi qui fait un effort pour essayer d'intégrer au maximum les étudiants, de les inviter à participer à différentes activités, des galas, quoi que ce soit, pour justement permettre tout ce qui est intégration dans la communauté francophone. Au niveau des défis plus systémiques, discrimination, au sein de la Cité, je
peux pas dire que ça n'existe pas parce que ça doit exister. Je n'ai pas été témoin de ça dans mes 6 ans et demi, même 12 ans d'expérience de travail dans des établissements d'études postsecondaires en milieu minoritaire, mais la réalité demeure. Donc, c'est certain qu'il y a toute une sensibilisation, une conscientisation, puis des mécanismes qui existent. Il y a des services qui existent aussi pour accompagner ces personnes-là, autant au niveau de... On parlait tantôt d'isolement, qui est un facteur, même si les gens sont ici depuis un certain nombre d'années. Oui. On a tous des réalités différentes, puis des parcours qui peuvent nous amener à se sentir isolés parce qu'il nous manque la connaissance de où puis-je retrouver des francophones, justement, dans le Grand Toronto. Comment est-ce que je peux me tisser ou me lier d'amitié avec ces gens-là? Donc, c'est vraiment de les accompagner puis de faire du un par un. Mais la Cité est très bien équipée en termes de système de soutien au niveau des services. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, lorsqu'il y a un manque, si je peux dire, et le manque, je vais le classer de différentes manières, mais il peut y avoir un manque comme en personne. Donc, il y a des services qui vont être offerts, par exemple, au campus à Ottawa, qui ne sont pas encore offerts en présentiel à Toronto, qui sont accessibles en virtuel. Mais si une personne a un besoin par rapport à ces services-là qui requièrent une présence, mais on va accompagner ou on va référer la personne. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qui sont mis en place. On essaye présentement là, de travailler avec un plus large éventail d'organismes également. Donc, des meilleurs protocoles de référencement, bien entendu, pour être certain qu'une fois qu'on dit à une personne ou qu'on écrit à une personne « Hey, j'ai telle personne qui a une situation, peux-tu entrer en contact avec? » Donc, s'assurer qu'il y a bel et bien un suivi, qu'il y a bel et bien quelque chose. Ça peut être le contact direct avec l'étudiant, bien entendu, mais il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont travaillés. Je dirais c'est à la pièce, encore une fois, c'est selon l'individu. Notre but, c'est bien entendu de permettre aux gens, aux étudiants, de s'intégrer d'abord et avant tout professionnellement, mais aussi communautairement, si je peux dire. Les communautaires, là, je parle au sens très large de la francophonie. Oui. Donc, il faut qu'ils trouvent leur bien-être. Alors, comme je mentionnais tout à l'heure, on envoie quand même régulièrement des invitations aux étudiants à se joindre à nous dans différents événements, différents regroupements, nous aider aussi, bien entendu, là, selon certaines activités. Tout ça, le but, c'est bien entendu de connecter ces gens-là avec un réseau. Et même au niveau des salles de classe, je vais le mettre au sens large, lorsqu'il y a des professeurs, les professeurs sont extrêmement encouragés à offrir ce type de connexion entre étudiants et lieux d'emploi ou réalité, même communauté, organismes communautaires et tout. Donc, on travaille beaucoup à ce niveau-là. Oui. Je veux rebondir là-dessus parce que je le vois quand je donne mes cours, quand je mets les étudiants en salle de discussion et que je viens voir si tout se passe bien, on peut voir que c'est un moment où les étudiants ont besoin de réseauter, de connecter. Et puis, parfois, c'est bien de pouvoir s'extraire de ça et pas toujours rester en grand groupe parce qu'il y a un grand besoin, justement, de réseautage entre étudiants aussi. Oui, absolument. Puis on offre cet espace-là pendant nos cours aussi. Oui. Vous êtes toujours à l'écoute de Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. On faisait le point à l'instant sur l'approche personnalisée qui est celle de la Cité à Toronto. On a parlé de différents types d'obstacles qu'on peut rencontrer en tant qu'immigrant dans son intégration, dans son parcours d'intégration ici. On n'a pas encore véritablement abordé la question du soutien psychologique ou psychosocial, même si on était en train, juste avant, d'aborder peut-être un petit peu ces problématiques. Quelles initiatives existent en soutien psychosocial pour aider les immigrants, les jeunes en particulier, à faire face aux défis de l'immigration et de l'intégration à votre connaissance, j'allais dire, au sein de la Cité? Et puis plus généralement, est-ce que vous référez les étudiantes et les étudiants à des organismes communautaires qui existent et qui peuvent faire la différence sur ces questions? Oui, totalement. En fait, pour répondre, il y a les deux éléments. Donc, la Cité a un soutien, si je peux dire, qui est offert par la Boussole, qui est en réalité un organisme de la région d'Ottawa qui est mandaté par la Cité pour répondre aux besoins de détresse psychologique, d'appui aux études, gestion de stress, gestion de temps. Donc, il y a une très large liste de services d'appui qui sont tous par des professionnels de la santé et santé mentale.
au-delà de ça. Donc, si une personne réellement, pas réellement, mais a besoin de quelque chose qui est plus convenable d'être en présentiel, physique, donc de se déplacer, de rencontrer des êtres humains, du sang, si je peux dire du sang chaud, bien entendu, on va encore référer. Donc, le centre francophone, pour le moment, c'est vraiment un très bon point. Ouais. Exact. Mais il y a d'autres. Il y a Taibou également. Donc, il y a plusieurs organismes là, avec qui on a des liens. Fait que, ce qui va faire qu'on va orienter une personne plus vers un endroit ou un autre, c'est directement le lieu de résidence de la personne. Bien sûr. Donc, parce qu'on a des... étant donné la flexibilité puis les cours, les programmes qui n'exigent pas aux étudiants de se déplacer sur le campus, mais on a des étudiants qui sont tout autour du lac, si je peux dire. Un petit peu loin, on en a même qui sont beaucoup plus loin. Ouais. Donc, on essaie de miser sur la proximité. Donc, la relation individuelle, mais aussi la proximité physique des services, puis de les référer à ces éléments-là s'ils ne les connaissent pas ou s'ils ont besoin. Je dirais que ça demande tout aussi une question d'attention lorsqu'on parle avec un étudiant. Je vais citer aujourd'hui même, ce matin, j'avais une discussion avec une étudiante qui est venue vers moi complètement désarmée parce qu'elle avait certains défis au niveau technologique, comme Olivia a mentionné, mais elle avait aussi des défis au niveau culture pédagogique. Donc, comment est-ce que je peux poser des questions? On m'ouvre la porte pour des discussions. C'est pas familier non plus pour certaines personnes. Donc, il y a une grande sensibilité de la part des enseignants, de la part de toute la cité en réalité, là, je vais le mettre au sens très large, d'entrée de jeu, de mettre les étudiants confortables et de leur donner ces points-là, comme c'est correct que vous vous sentiez démunis, c'est correct que vous vous sentiez si, à ce peut que vous soyez perdu. L'important, c'est de trouver une personne contact pour vous y référer. Cette personne-là va prendre le relais. Donc moi, quand j'ai eu cette étudiante-là, j'ai donné, justement, les références de la boussole, mais aussi la coordonnatrice, comment est-ce qu'elle peut l'aider, et ainsi de suite. Puis de là, il y a un courriel qui avait beaucoup de personnes pour justement s'assurer que la personne allait avoir le soutien nécessaire. Encore une fois, on gère avec des adultes qui ont un emploi à temps plein, qui ont une famille. Donc, déjà de trouver le temps pour s'investir dans des études, c'est quelque chose qui est demandant. Si en plus la personne se rend compte, je me sens débordé, envahi, il y a d'autres éléments qu'il faut venir. Autant au niveau de la cité que les étudiants, il faut que tout le monde soit sensible à ces éléments-là, puis ne pas hésiter à comme j'ai en fait remercié l'étudiante de m'avoir approché puis de s'être ouverte avec ces éléments-là. Puis je pense qu'elle, de son côté, ça a été très utile de pouvoir maintenant savoir, OK, même si elle a déjà l'information, parce que je veux pas, la cité a tellement de services qu'à un moment donné, c'est facile de se perdre aussi. Il ne faut pas se leurrer. Donc, d'avoir cette personne contact qui va faire, OK, toi, c'est ça que tu as besoin, ça pourrait être ça. Alors, c'est tout l'essentiel derrière ces mécanismes-là, si je peux dire. On parle aussi souvent dans cette émission Résonance de l'immigration de la diversité culturelle. Vous le savez, on est ici dans une ville extrêmement multiculturelle s'il en est, à Toronto, et j'imagine qu'au sein de la cité, vous retrouvez des étudiantes et des étudiants de partout dans le monde avec des réalités, des référents et un système éducatif un petit peu variable. On se retrouve nécessairement sur les essentiels, mais on a des approches qui diffèrent, et parfois lorsqu'il s'agit en plus d'étudiants qui sont déjà des actifs et qui ont déjà beaucoup d'expérience, on a pu prendre des habitudes qui sont un petit peu différentes de celles qui existent au Canada. Alors pour les éducateurs et les éducatrices en particulier, comment est-ce que vous intégrez cette question de sensibilisation à la diversité culturelle dans votre travail au quotidien? Je pose la question en regardant Olivia, mais tout le monde est libre de répondre. J'attendais à ce que ce soit moi qui réponde, alors je suis vraiment contente. Dans le fond, je pense qu'une grande partie de mon travail, quand je suis avec les étudiantes, non seulement c'est de livrer la matière du cours que j'enseigne, mais c'est aussi de sensibiliser les étudiants à la saveur de l'Ontario
et cette réalité de la minorité linguistique aussi. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend ce que c'est vivre en situation minoritaire au niveau de la langue. Ouais. Donc, j'essaye de leur faire comprendre le contexte minoritaire de la langue. Et puis aussi, évidemment, ça passe aussi par comment est-ce qu'on accepte et respecte toutes les cultures, toutes les langues, tout en mettant le français à l'honneur, parce que notre mission reste qu'on a décidé d'étudier dans un collège en français, on a décidé de travailler en français dans un centre de la petite enfance, donc le français doit rester à l'honneur. Et je pense que pour ça, les cours sont hyper importants aussi pour nous, immigrants. Je dis, moi aussi, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas la réalité de vivre en milieu minoritaire, j'avais des attentes, puis mes enfants grandissant ici, j'apprends tous les jours c'est quoi vivre en situation minoritaire. Et donc, c'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je pense que le français, il est fragile en Ontario, avec l'anglais qui prend vraiment le dessus pour beaucoup. Et puis, ce que j'aime toujours dire à mes étudiantes, c'est que oui, parfois, on vient de cultures différentes, on a parfois des valeurs différentes, mais ce qui est beau, c'est que qu'est-ce qui nous relie tous, c'est notre langue. Donc, c'est ce que je leur dis beaucoup parce que je trouve que c'est un message important à faire passer. Rifat, quelle est ton expérience sur ces questions-là, ta compréhension du statut fragile finalement de la langue française en milieu minoritaire? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir rapidement appréhendé cette réalité-là et avoir fait tienne ces valeurs de lutte un petit peu pour la survie du français intégrées à travers tes études? Ah oui, je dirais la langue française joue vraiment un grand rôle. En fait, je pourrais dire aussi dans ma vie parce que, premièrement, lorsque je pars dans un lieu de travail, si par exemple il y a un client qui parle le français, la langue française joue son rôle en fait de parler avec la personne en français. Et donc, j'aimerais dire que vraiment la langue française entre de jouer l'ampleur vraiment pas juste dans ma vie, mais dans plusieurs personnes que je connais et aussi dans la communauté francophone. Et je dirais que je suis fier de parler le français et aussi l'anglais, mais c'est bien que je n'ai pas perdu ma langue française parce que dans ce lieu ici que nous sommes, je dirais que ça joue vraiment de rôle dans ma vie. Une richesse incroyable qu'il faut avoir, dont il faut avoir conscience, effectivement. Selon vous tous autour de cette table, comment est-ce que, d'après vous, on pourrait mieux représenter les jeunes immigrantes et immigrants dans les discussions sur l'avenir de la communauté francophone ontarienne en intégrant cette composante multiculturelle pour se projeter? Ouais, je peux parler à l'infini, mais je peux laisser Olivia d'abord, Rifat aussi. Ben moi, je pense que nos jeunes nos jeunes immigrants sont hyper importants pour la vitalité francophone à Toronto, vraiment primordial parce que justement, souvent, c'est des personnes qui ont le français comme langue, parfois c'est la première langue, mais parfois c'est la deuxième langue, et parfois l'anglais n'est pas présent non plus. Donc, ces personnes sont hyper importantes pour la pérennité du français en Ontario, je pense. Et comment est-ce qu'en tant que communauté, on peut collaborer davantage peut-être au sein des organismes communautaires qui nous représentent pour être plus unis et pour encore mieux intégrer ces problématiques d'intégration justement pour les nouveaux arrivants? Mais si je peux me permettre déjà, je crois que c'est de les inviter, de leur donner une place. Ça va sembler un peu bizarre, je ne sais pas comment ça va sembler, mais bon. Une réelle place au niveau des enjeux de la société. Comment est-ce qu'ils perçoivent leur rôle, mais aussi leur réalité.
Tout à l'heure, Olivia et moi, on parlait justement de francophones de souche versus ceux qui ont des parcours d'immigration et à quel point c'est diversifié, puis même au sein même d'un des concepts, si je peux les appeler comme ça, il y a tout un éventail de profils, de familles, d'individus, puis de réalités qui sont différentes. Beaucoup de métissage, beaucoup de mélange, des frontières qui se... les couples exogames et ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez varié et peut-être pas si évident que ça à rallier. Mais le point commun demeure le français. Alors, pourquoi est-ce qu'on se raccroche au français? C'est qu'il y a un plaisir, il y a un héritage, peu importe. Les raisons sont tellement intrinsèques, personnelles. Mais je pense que c'est justement d'impliquer les jeunes dans cette richesse-là, dans ce qu'ils veulent faire. Là-dessus, je fais appel, entre autres, aux organismes qui s'adressent aux jeunes. Donc, j'ai peur de me tromper, la FESFO, si ma mémoire est bonne, l'acronyme, justement, qui est un organisme très rassembleur pour les jeunes francophones, où je pense que le point pivot dans la manière qui fonctionne, c'est simplement avoir du plaisir ensemble. Oui, en français, mais ce n'est pas une imposition de « on doit le faire », c'est vous le faites parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est ça que vous voulez faire. Il y a un leadership, il y a une prise de conscience, bien entendu. Cette prise de conscience, c'est toujours comment l'apporter. Mais je pense que de les avoir de manière active, impliquée, c'est probablement une approche intéressante. Puis je vais citer aussi un autre organisme, Interagence Niagara, qui est un peu le regroupement des organismes francophones dans le Niagara. Et lors d'une dernière rencontre, une étudiante d'un des conseils scolaires francophones, que je ne me rappelle pas laquelle, elle est une des représentantes du conseil sur cette table. Donc, je trouve que c'est vraiment, au nombre de tables que je participe de réseau, c'est très rare qu'on va voir vraiment une personne jeune qui est là et qui apporte son point de vue, qui apporte la petite nuance de comment est-ce qu'on va faire pour attirer les jeunes à une cabane à sucre, par exemple. C'est très, très, très caricaturisé comme exemple, mais c'est super intéressant. En fait, c'est pas juste intéressant, c'est nécessaire d'avoir ces rétroactions-là. Donc, je pense que c'est bien entendu de trouver le moyen de les intéresser, de les engager, mais je pense que tout ça passe par l'écoute concrète de leurs besoins et pas juste d'alimenter des banques de données, des sources, des sondages, mais vraiment de les utiliser de manière consciente. Et quand je dis utiliser, c'est les idées, mais c'est aussi la ressource humaine comme telle, de les faire bénéficier de cette expérience-là. Bref. Mon expression va être très longue, là, mais... Non, mais je pense que c'était très intéressant. Et merci de citer aussi des organismes et des acronymes qui sont aussi... qui font la richesse de la francophonie locale. Il y en a tellement. Et le but de cette émission est aussi de mieux les faire connaître et les mettre en valeur. Merci Sébastien. Toujours dans l'idée de se projeter un petit peu vers l'avenir, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission déjà. Quel type d'initiative ou de programme est-ce que vous aimeriez voir mis en place, que ce soit au niveau gouvernemental ou dans la société civile, pour renforcer l'intégration des jeunes immigrants ici en Ontario et spécialement à Toronto? Je me souviens plus. Si vous aviez un souhait d'une initiative particulière ou d'un programme que vous aimeriez voir mettre en place, peut-être appliquer des solutions qui existent dans d'autres pays, dans d'autres provinces, ou tout simplement une idée qui vous vient parce qu'au contact des étudiantes et des étudiants, ces problématiques-là reviennent régulièrement. Est-ce que le gouvernement pourrait en faire plus? Est-ce que nous, en tant que communauté, dans la société, on pourrait imaginer des initiatives qui permettraient de renforcer l'intégration des immigrantes et des immigrants? Olivia? Moi, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire au niveau de l'assimilation potentielle. Oui. Parce que nos nouveaux immigrants n'ont pas toujours conscience de
de cette valeur qu'ils ont en parlant le français. Oui. Et puis souvent, ce qu'on entend, c'est que les nouveaux immigrants, ils vont mettre leurs enfants dans des écoles anglophones parce qu'ils veulent que les enfants soient bilingues. Ouais. Et puis en faisant ça, on ne voit pas la francophonie à long terme. Parce qu'en faisant ça, on probablement contribue à une assimilation, peut-être pas cette génération-ci, mais peut-être la suivante. Ouais, ouais. Ah, donc ça, c'est des problématiques qu'il faut intégrer, auxquelles il faut prendre conscience, en effet. Est-ce que vous avez d'autres types de réflexions, des idées de pistes de solutions que vous proposeriez pour surmonter les obstacles systémiques qu'on a pu identifier, les obstacles généraux, les défis rencontrés par les immigrantes et les immigrants au cours de cette émission? Je pourrais donner comme conseil, genre, parce que lorsqu'il y a des immigrants qui viennent au Canada, comme j'avais mentionné tout à l'heure, qu'ils ont un peu de difficulté, n'est-ce pas, de trouver l'endroit où vivre, où résider. Je m'aimerais genre juste donner un conseil, genre construire, comme par exemple comme un appartement, et aussi mettre ces immigrants dans cet endroit et de ne pas genre payer en fait et pendant même quelques mois afin que le travail qu'ils sont en train de faire pendant lorsqu'ils sont venus ici, genre qu'ils puissent en fait comment on dit en anglais, like savings, garder un peu certain argent comme dans un compte d'épargne et jusqu'à ce que ça peut leur aider en fait d'être stable et afin de chercher leurs endroits là où ils pouvaient vivre qui est favorable pour eux. Ouais. Merci Rifat. En effet, des pistes intéressantes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sébastien, sur ces questions-là? J'ai toujours des choses à Je rajouter. te voyais manifester. Définitivement un appui au niveau du logement. Oui. C'est une nécessité pour... les constructions de logements abordables pour les étudiants. Dit, oui, construction abordable, mais ça... à mon sens, il y a beaucoup d'enjeux politiques parce que ça va au-delà de juste avoir une construction abordable. Le coût de la vie, de manière générale, est extrêmement cher. Oui. Déjà, on fait juste penser à ce qui pourrait peut-être bientôt tomber dans une catégorie de luxe, à mon sens. Avoir une voiture. Combien d'assurance ça coûte? C'est des grosses questions. C'est beaucoup d'éléments. Moi, je pense, bien entendu, c'est d'être en mesure d'offrir aux nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, une qualité de vie au sens très large. C'est des gens qui partent d'un pays, peu importe la condition, et qui viennent s'installer dans un nouveau pays, qui ont été accueillis ou recueillis, peu importe le parcours. Mais je pense que c'est une nécessité qui ait cette sensibilité-là, de faire en sorte que les gens puissent se sentir chez soi, accueillis, qu'ils soient capables d'aborder financièrement là où ils sont. Les histoires d'horreur de 3 familles qui demeurent ensemble dans un logement de 3 chambres à coucher. Wow, non. C'est pas une réalité canadienne, si je peux dire. Pour je vais le dire, les Canadiens de souche, ça ne devrait pas être une réalité ou un milieu de passage pour certaines personnes non plus. À mon sens, c'est quelque chose qui est inéquitable, inégal. Donc, c'est vraiment de donner les conditions pour ces gens-là. Il y a beaucoup de politiquerie derrière. Comme on sait tous, il y a les immigrants réfugiés, il y a les immigrants économiques, si je peux les mettre comme ça. Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a, bien entendu, aussi reconnaissance des acquis, des titres, de l'expérience. Définitivement, ça, c'est un enjeu énorme. Mais je pense que ça va, lorsqu'on parle de la réconciliation aussi avec les peuples de Première Nation, je vais l'extrapoler beaucoup plus loin. Il y a également cet effort-là au niveau des nouveaux arrivants. C'est des gens qui viennent avec un bagage, une culture, des réalités. Il y a une question de, oui, vous arrivez à un nouvel endroit, il faut vous adapter, mais c'est pas une question seulement de s'adapter, c'est d'être aussi respecté pour qui on est et que ce qu'on a comme vécu soit également pertinent et reconnu et respecté, grosso modo. Donc, c'est très politique ou très utopique, mais je pense que ça aiderait énormément à ce que
toute personne, en fait, tout individu se sente à sa place, se sente justement, c'est là que je veux. C'est là que je veux être, puis merci de m'avoir donné les conditions. Donc, donner les clés pour le succès aux nouveaux immigrants, aux nouveaux arrivants qui constituent la richesse de notre société, en particulier de notre communauté francophone en milieu minoritaire. Ainsi s'achève cette émission Résonance de l'immigration spéciale La Cité à Toronto. collège-lacité.ca pour retrouver tous les programmes qu'on a brièvement évoqués dans cette émission. Inscrivez-vous dès maintenant pour débuter les programmes. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez contacter Sébastien, ici présent, sur son courriel mobilicité@collège-la-cité ou prendre rendez-vous directement. On va remettre les informations pratiques également sur le balado de cette émission que vous retrouverez également en mode vidéo sur YouTube. Merci à nos panélistes de s'être prêtés au jeu. Olivia Lismont, Sébastien Laperrière et Rifat Mouela. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs? Ben merci. Merci d'être à l'écoute. Merci et tout ce que je peux dire à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Et surtout, bien sûr, ça faisait partie de l'immigration. Je peux leur dire juste courage, continuer à persévérer. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez avoir de certains soutiens, bien sûr, par le gouvernement aussi de l'Ontario. Et bonne chance à vous. Moi, je veux juste dire à toutes les personnes qui hésitent à prendre un programme pour se faire un diplôme canadien, allez-y, il ne faut pas hésiter. Moi, je l'ai fait. J'ai y été les pieds en arrière, enfin, à reculons parce que je n'avais pas envie, mais j'ai aucun regret. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc, s'il y en a qui hésitent, allez vous faire... parlez à Sébastien et allez vous chercher un diplôme canadien. Ça facilite beaucoup les choses. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci à vous deux. Merci. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.